Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Parlons peu, parlons grimpe. Et cette semaine, on se rejoint pour parler de l'ouverture de la saison de difficulté qui se déroulait à Wuzhang ce week-end. Donc la semaine dernière, c'était Kick-Chao. Là, on est toujours en Chine pour Wuzhang, sera de la difficulté. Et pour ça, je suis toujours avec Mathieu. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien. Bonjour Miguel, bonjour à tous. Bon, tu commentais ce week-end, on a eu des finales et avec des scénarios assez différents de la semaine dernière, quand même encore pas mal de surprises, notamment dans la finale femme qu'on verra tout à l'heure. On va d'abord commencer par la finale homme. Comment c'était un petit peu à commenter ces compétitions? Première compète de div de la saison, faut être honnête, c'était pas le plus simple de commenter cette finale homme, mais on le verra dans le résumé et avec le scénario de la finale. Et puis une finale femme, par contre, pleine de suspense et pleine de rebondissements jusqu'à la dernière seconde, ouais, plutôt sympathique. Ouais, donc on va commencer par justement la finale homme, puisque chronologiquement on commençait par cette compétition homme. Je vous propose de regarder avant ça le classement des demi-finales et donc les qualifiés pour la finale avec Satone Yoshida en premier qui avait fait très très forte impression. Premier en qualification avec Neo Suzuki si je dis pas de bêtises. Lui il reste premier en demi-finale et hyper largement. Ouais, Satoshi Yoshida qui enchaîne hein, sur ses performances de l'année dernière et qui est vraiment qui domine cette compète en qualif et en demi. Pas grand-chose à dire. On peut juste aller remarquer à la suite. On va commencer directement par ça qu'on a la présence de deux Français dans cette finale. Très bonne nouvelle. Ouais. Sam Avezou, c'était entre guillemets attendu. La surprise, elle vient de Victor Guillermin, qui pour sa troisième demi-finale de Coupe du Monde a réussi à se qualifier en finale. Énorme perf du Havrais. Et Ouais. puis, petite déception pour Max Berton, voilà, qu'on aurait pu attendre un peu plus haut. Et puis après, enfin, déception, voilà, il prend la 15e place. On remarquera évidemment qu'il y avait quand même 5 Français en demi, ce qui est quand même pas arrivé depuis bien longtemps en Mhm. diff avec Les 5 Younes Français. Obermasmoudi Les et 5 Pierre Français Marvio. engagés d'ailleurs. Les 5 Français Exactement. Et engagés. franchement, voilà, après, bon, pas de surprise particulière. Des qualifiés dans cette finale qui est incroyablement relevée en termes de niveau de palmarès des grimpeurs qui sont là, avec encore une fois l'outsider qui est là, Victor, et qui a bien pris sa place. Ouais, Victor, on parlera aussi de Alberto Rines Lopez, toujours à la deuxième place, hein, abonné à la deuxième place. On verra s'il a réitéré ça en finale. Philippe Schenk, l'italien, toujours présent, pareil, pas forcément. Voilà, c'est pas forcément le nom qu'on met toujours en finale, mais finalement il y est, toujours un petit peu dans les outsiders. Do Yoon Lee Sorato Raku, donc on va dire les cadors du bloc du moment, qui en difficulté sont toujours là aussi, qui sont moins dominants quand même. Mais bon, on le rappelle, Do Yoon Lee, champion en titre, champion du monde en titre en difficulté. Et puis Neo Suzuki, le japonais, qui était là. Alors derrière, il y avait aussi d'autres japonais, Shion Omata, Aoyori Kusa, Zento Murashita. Bon, ils pourraient tous être en finale, mais ce serait pas très drôle. Donc honnêtement, on est plutôt content que ça se passe comme ça. On va passer au résumé de la finale homme avec donc Neo Suzuki qui entamait cette finale et qui l'a entamée d'une manière assez exceptionnelle puisque le japonais va monter très très haut jusqu'à la 44e prise. Il va réussir à se rétablir après le dévers et ça ne va pas être égalé pendant un moment, vous allez voir, c'est le moins qu'on puisse dire. Sorato Enraku juste derrière qui va tracer un petit peu sa voie sur cette traversée vers la droite là en dessous de ce gros volume fuchsia mais qui va tomber sur la petite prise de main suivante. Derrière Do Yoon Lee qui limite, qui va voilà, avoir un petit peu de mal ici à placer le pied droit. On le voit quand même relativement à l'aise, le coréen. Il coince le talon, un petit, on va dire, il délaye, un mini repos. Derrière, il va continuer à aller attraper cette main droite, relancer, la tenir par rapport au japonais. Il va donc passer devant. Vous avez vu un petit cut parce qu'il a mis un peu de temps à enchaîner ce dernier mouvement, mais tombé sur le croisé. Ensuite, notre premier français rentré en lice, Victor Guillermin. Alors, Victor qui a eu un début compliqué, mais on le voit ici avec un magnifique repos trouvé à deux mains, avec voilà, les deux mains libres. Derrière, par contre, ça va être très compliqué pour lui, une grimpe assez crispée et il va pas pouvoir s'exprimer beaucoup plus loin. Samazu, ensuite notre français qui était très bien parti, mais vous le voyez ici, la petite zipette de pied qui va tout changer et derrière, en relançant, le pied est mal placé et Sam va tomber. On en reparlera évidemment de sa performance. Ensuite, Alberto Rines Lopez avec une autre méthode ici qui va placer un talon très haut, tenter de se reposer, repartir sur la droite, le clippage, il va arriver au niveau de Sorato Enraku, tenir la prise là aussi,
repartir en remontant les pieds et sur le croisé va lui aussi lâcher, mais va passer devant Do Yoon Lee à la différence. Derrière, on ne l'a pas montré, mais Satone Yoshida va malheureusement un petit peu rater son run et terminer en dehors du podium. Le classement final, il est là. Neo Suzuki premier très largement, donc avec... Voilà, on va analyser ça un petit peu aussi, mais ce qui a donné cette saveur un petit peu peut-être plus décevante à cette finale, c'est que quand on a le premier grimpeur qui écrase la concurrence, derrière le suspense est moindre. Alberto Rines Lopez, deuxième encore une fois. Do Yoon Lee, troisième, et qui confirme quand même qu'il a un sacré niveau en difficulté. Déception pour Satone Yoshida, on peut le dire. Je pense il visait même plus qu'un podium, une victoire. Sorato Enraku, et derrière nos deux Français, malheureusement, qui terminent 6e et 8e, mais pas uniquement une déception. Sam, ça aurait pu être beaucoup mieux. Et Victor, une première, j'ai envie de dire, une première difficile, mais une première, donc c'est forcément beau. Ouais, alors on peut commencer par Victor Guillermin, sincèrement, première finale. Alors certes, je sais pas s'il avait eu le temps de se remettre, entre guillemets, et de ses émotions et de la performance physique qu'il avait fait en demi-finale. Mais en tout cas, il donne l'impression de se faire plaisir dans cette finale. Il a trouvé un repos de l'espace là en lâchant les deux mains dans cette finale. On a vu l'image, mais en plus c'est quand même le seul à faire ça. Donc c'était assez sympa. Et puis voilà, là c'est quand même le moment où personne n'a osé sortir de la entre guillemets de la trajectoire normale de la finale pour aller prendre ce repos. Alors, et là on sent qu'il est super content de le faire. Et ce repos, est-ce que c'est vraiment un cadeau ou pas? Parce qu'en fait on voit dans ce repos, il sort vraiment de la voie et il va falloir revenir prendre cette prise jaune main gauche. Il a du mal à ressortir de son repos maintenant. Je pense qu'il l'avait vu, il l'avait imaginé, il a été le tenter. Oh, pour faire simple, Victor dans cette finale, c'est un chantier du début à la fin, j'allais dire, sur sa performance. Et ce qui est vraiment, bon, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il se bat vraiment dans cette finale. Il va au bout de son idée. Clairement, il a subi une bonne partie de cette finale, mais malgré tout, on le sent, il est dans le moment présent. Il va au bout de son idée, il prend ce repos. Certes, très compliqué de sortir de ce repos. Maintenant, vu l'état dans lequel il est quand il arrive au repos, je suis pas sûr qu'il aurait été plus haut, voire moins haut, si jamais il l'avait pas pris. Donc écoute, première finale, bien présent dans cette finale. Je pense, acteur de son escalade. Ouais, il était là pour profiter. Voilà, exactement. Il était là pour profiter. On le voit d'ailleurs, mais moi-même, quand il tombe, il y a une image où il regarde le caméraman, il fait une petite moue. Voilà, j'étais là, j'ai profité, c'était cool. Après, c'est vrai que moi, je l'avais rarement vu grimper, Victor Guillermin, en compétition. Alors, comme tu dis, c'est quand même sa 3e demi-finale. L'année dernière, il fait une saison complète de Coupe du Monde. Et oui, c'est vrai que là, il était... alors, peut-être que c'était quand même un petit peu, on va dire... comment dire? On va dire que c'était un petit peu agrandi ce sentiment de frustration, de tension avec sa première finale. En tout cas, il grimpait effectivement très crispé. Son sentiment de crispation, voilà ce que je voulais dire. Il grimpait très très crispé, mais dès les premières prises. Ouais, après, Victor, on peut le comparer puisqu'on a vu deux Français dans cette finale, Sam Avezou et Victor Guillermin. On le verra avec Sam. Sam, il a besoin que les choses soient, entre guillemets, très très calé, très très presque parfaite en fonction de la lecture qu'il a fait, et ça lui convient très bien. Et c'est un peu comme ça souvent qu'on voit certains grimpeurs français grimper. C'est pas le cas de Victor. C'est régulier dans son escalade. Les choses sont un peu moins calées. C'est un grimpeur qui se bat, un grimpeur qui fait avec ce qu'il trouve dans la voie au fur et à mesure. Il le fait plutôt très bien. Là, moi, je pense qu'il manquait un peu d'énergie, peut-être après avoir enchaîné cette demi-finale. Il portait peut-être aussi un peu d'énergie mentale, parce que c'est quand même toujours particulier de se qualifier pour sa première finale. Ouais. C'est parfois un peu difficile de se remettre de l'an. Moi, ce que j'ai apprécié le plus dans sa performance, encore une fois, c'est d'être capable d'être présent, d'être acteur, même s'il a subi un peu physiquement la voie, et c'est pas le seul. On sent que mentalement, il a fait ce qu'il pouvait. Il a été au bout de ce qu'il avait prévu, imaginé.
et je trouve que c'est vraiment de bon augure pour la Ouais. prochaine finale dans laquelle on le verra, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, j'étais en train d'aller voir là à côté, je regardais un petit peu à côté, parce qu'il me semble Victor Vigermain qui est le meilleur grimpeur. Ah non, je dis une bêtise, Alberto Rines Lopez a enchaîné son premier 9B, je crois, il y a pas longtemps, mais qui est l'un des meilleurs grimpeurs en extérieur de cette finale. Donc Victor Vigermain qui monte C'est jusqu'au 9A+, donc c'est aussi des styles très différents, et c'est quelqu'un qui ne se consacre pas uniquement à la compétition. Ça fait clairement partie du double projet avec Victor Guillermin, il le cache pas, hein, Ouais. d'être performant en compétition et d'aller faire les meilleures perfs possibles en milieu extérieur. Donc on devrait le revoir sur les deux tableaux le plus rapidement possible. Ouais. Derrière, bon bah, je te propose qu'on remonte un petit peu ce classement. Sam Afzou, Sam, voilà, déception. Alors moi, j'ai pas pu voir la finale en direct et j'ai regardé son résultat. Je me suis dit, bon mince, Sam qui se rate. Mais bon, Sam qui se rate, ça arrive. C'est vrai qu'il est un petit peu encore irrégulier dans ses résultats, de moins en moins, mais quand même. Et là, eh ben, j'ai regardé la finale et je me suis dit, bah non, en fait, c'était le meilleur quasiment. C'était le meilleur jusqu'à ce moment de la voie où il est très rapide, très bien dans sa grimpe. Et on va remettre juste ici, juste après Victor. Ah là là, cette petite traversée sur le jaune. Et là, il est encore 2 minutes 59, c'est énorme par rapport aux autres. Et là, le pied mal posé. Et alors derrière, on voit qu'il est en tension pour poser, mais comme son corps est déjà à gauche, remettre le poids sur le pied, c'est extrêmement dur. Ouais, ouais, après Sam, bon, il fait vraiment ce qu'il sait faire. J'allais dire, c'est un petit peu à l'image des championnats du monde à Séoul où il est vraiment bien dans la voie. Et puis à un moment donné, il y a ouais, là, c'est le pied droit. Après, c'était aussi pas forcément le placement idéal, mais on le voit. Hein, je pense que s'il arrive à passer ce mouvement, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas au moins jusqu'à la prise 38-39, donc très très proche entre guillemets de monter sur le podium. Ah, il manque à chaque fois un tout petit truc, ouais, C'est ça. ce qui est pour le, c'est vrai que c'est un peu frustrant de pas le voir aller vraiment au bout de ce run. C'était encore plus frustrant au championnat du monde à Séoul. Maintenant, je trouve que c'est quand même ouais, il est plus que sur la bonne voie. Je suis persuadé que ça va finir par fonctionner. Il faut qu'il arrive à être capable de rajouter un tout petit peu plus dans ces moments-là. Ouais, essayer de trouver vraiment le placement idéal quand il commence entre guillemets, à être un peu fatigué, mais c'était le cas de tous les finalistes. La voie, Mm. elle était assez brutale à l'image de la demi. Et malheureusement, ouais, bah, il manque un mouvement là pour qu'il puisse arriver au même niveau que des autres et jouer entre la deuxième et la cinquième place. Ouais, je pense que ouais, on peut pas enlever le début de saison de Sam. Il vient de remporter la Coupe d'Europe de bloc parce qu'il veut essayer de rentrer dans l'équipe de France de bloc. Ouais. Il arrive en Chine, c'est la première étape. Il fait une finale. Il est au combat pour le podium. C'est de bon augure pour la suite de la saison. Ouais. J'ai l'impression que pour moi, Sam Afzou, c'est le meilleur grimpeur du monde tant qu'il tombe pas. Tu vois, c'est vraiment tant qu'il est en train de grimper, t'as l'impression que c'est le meilleur grimpeur du monde. Et d'un coup, il te fait une petite erreur et tu dis non, Sam, non. C'était Sam, incroyable. c'est un modèle de capacité. On en reparle, enfin, on peut en reparler, mais la capacité qu'il a à l'observation collective, d'intégrer quasiment la totalité de la voie et du run qu'il va faire. Ouais. On a clairement l'impression, en tout cas c'est celui aujourd'hui qui le fait le plus, que quand il part dans la voie, il a déjà grimpé dedans. Mm, mm, mm. C'est une qualité remarquable et je suis sûr que ça lui permettra d'avoir des résultats encore plus marquants que ceux qu'il a ces derniers temps. Ouais, 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 ouais. Bon, on va. Alors, c'est vrai que je suis en train de me dire qu'on est en train d'épiloguer Ouais, énormément sur cette finale on peut faire très vite, mais moi ce qui m'a marqué dans les 5 premiers, Ouais. on va faire dans le désordre. Enfin, en repartant de l'inverse, Sorato, c'est le grimpeur qui a la plus grande qualité de relâchement dans le mouvement et dans son escalade en difficulté au monde. Et il a été incapable de le faire dans cette voie de finale, Mm, 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 mm. et ça dès le début. Ben, il le paye cher à chaque fois quand il n'arrive pas à rentrer vraiment dans son type d'escalade. Mm, mm, Il mm, mm. subit tout le temps, il finit cinquième. Bon, encore une fois, entre la deuxième et la cinquième place, il y a très peu d'écart. Mm. Après, si on remonte, oui, bon, Satone Yoshida, il avait dominé jusque-là. Il se fait un peu broyer par cette voie de finale. De Mm. Yuli, Alberto Rines Lopez, un peu décevant, mais en même temps, ils sont là, ils sont sur le podium. Il est champion du monde en titre. On a Mm, l'impression que la mm, mm. performance qu'il fait, elle est moyenne, mais il est troisième. Mm. Alberto, bah, on va en reparler, mais c'est
c'est pas possible de dire que c'est l'éternel second parce qu'on le rappellera quand même et toujours, il est le premier et l'unique premier champion olympique d'escalade. Donc, il a gagné celle qu'il fallait. On espère pour lui qu'il en gagnera une autre. Ouais. Et puis, retrouver un japonais la première place, vu le nombre qu'ils sont et la densité, c'est pas vraiment une surprise. Cette fois-ci, c'est Neo Suzuki qui s'en sort. Un premier run extraordinaire en passant en premier. C'est vrai que ça a changé l'histoire de cette finale parce que quand c'est le premier qui gagne, c'est sûr qu'après derrière, tu as toujours l'impression que les autres ils sont un peu derrière. Moi, ce qui m'a presque le plus impressionné, c'est Neo Suzuki, c'est l'interview d'après finale. Ah ouais? Où il dit J'ai pas entendu. il dit oui, je suis content du résultat, mais très insatisfait de ma performance. Donc le garçon, il gagnait une Coupe du Monde et il est déçu de sa perf. À la soirée, Il a dit, j'aurais dû préférer aller plus haut, je voulais sortir la voie, je suis déçu. Bon, très bien. Écoute, c'est une mentalité qui reviendra peut-être là. Oui, effectivement, je suis désolé, je te coupais un peu parce que je me suis dit qu'on est déjà en train de partir dans l'analyse, mais on va peut-être quand même d'abord revenir sur la compétition femmes avec justement donc une compétition femmes assez impressionnante, et on va d'abord regarder le classement des demi-finales avec déjà des surprises puisque on le voit directement, on voit que ça quasiment quand on regarde un classement de compétition femmes. Yannick Garnbret n'était qu'à la 4e place, et une 4e place sèche, donc pas avec une voie facile et 4 tops, etc. Non, Annie Sanders, l'américaine qui est la seule à toper la voie. Deuxième, Chaeyoon Seo, la coréenne. Troisième, Laura Rogora, donc là pareil au départage des classements de qualification. Quatrième, Yanya. Cinquième, Erin McNish. Donc vraiment on avait un tiercé gagnant dans l'ordre avec les 5 favorites on va dire de la compétition. Et derrière la fédération slovène qui frappe fort puisqu'elle place également Lucia Tarkus et Rosa Rekar en finale. Alors deux femmes qu'on avait retrouvées. Lucia, je crois qu'elle avait déjà fait sa première finale en fin de saison dernière, et Rosa Rekar, ça fait un moment maintenant qu'elle squatte les premières places du classement. Et Oceania Mackenzie qui, l'Australienne, montre qu'elle est quand même toujours là, que ce soit alors un peu plus performante en bloc, mais même en difficulté assez complète. Et malheureusement, derrière notre française qui était encore en lice, Zelia Havzoul, qui ne peut pas faire mieux que la 11e place. Alors 11e place à une prise, donc une prise et demie on va dire de la finale. C'est un petit peu triste, mais voilà, c'est comme ça. Et petite précision, on voit qu'il y a une personne sans drapeau, c'est parce que les Russes sont de retour sur le circuit sous drapeau neutre. Donc qu'est-ce que tu en as pensé, Mathieu, de cette demi-finale ? Alors, on va commencer par la non-qualification de Zelia. Je pense qu'après sa victoire le week-end dernier en bloc, le fait qu'elle soit présente déjà en demi-finale, c'est magnifique. Elle est vraiment à une prise près de se qualifier en finale. Elle était vraiment dans le ton, cette demi. Bon, ça passe pas, ça fait partie du jeu. On remarquera que juste derrière elle, il y a Jessica Pils, l'Autrichienne, qui a du mal à revenir au meilleur niveau. Après, elle avait expliqué qu'elle avait été longtemps blessée, qu'elle avait besoin de retrouver un peu le rythme. Ouais. Je pense que de la retrouver déjà en demi-finale à la 12e place, elle espérait visiblement même pas ça. Ouais. Son objectif, c'était de se qualifier en demi. J'espère qu'avec le temps et l'avancée de la saison, on retrouvera Jessica au meilleur niveau. Sinon, quoi d'autre ? Non, juste dire qu'effectivement, tu l'as dit, on a vraiment les 5 meilleures présentes en finale et aux 5 premières places de la finale. Pas dans l'ordre qu'on attendait, mais en tout cas, elles sont bien présentes. Je vais aller regarder effectivement Jessica Pils, je regardais son âge, 29 ans, j'étais en train de vérifier. Alors c'est vrai qu'elle a trusté les premières places dans le début de l'ère Yania on va dire, et là depuis les Jeux Olympiques, en même temps quand on a atteint le bronze olympique, qu'on sait que derrière il y a toute une nouvelle garde un peu plus jeune qui arrive, c'est compliqué, mais en tout cas ouais, elle est là et puis elle montre qu'elle veut pas abandonner, et voilà, et oui, donc derrière on s'attendait à une grosse finale avec entre les 5 premières favorites, et c'est un petit peu ce qui va se passer quand même. Alors avec des... Et juste avant le résumé, juste préciser que sur cette demi, on va parler de Yania Garnbret et ce qui va se passer en finale. La façon dont elle tombe en demi-finale et dont elle a l'air concernée, c'est assez étonnant parce que j'allais dire un petit peu à l'image de ce qu'elle fait le week-end dernier en bloc dans la finale, où elle fait des runs dans certains blocs qui sont quand même pas bizarre, mais on a l'impression qu'il manque un peu de la sérénité qu'elle avait avant. Et puis même là quand elle tombe en demi, on n'a vraiment pas l'impression qu'elle va au bout de ce qu'elle peut faire. On sent qu'elle est limite. Je pense qu'elle le sait qu'elle est qualifiée en finale, mais on l'a senti, on a l'habitude de la voir beaucoup plus concernée que ça.
Là, elle était un peu: «Bon, voilà, je suis arrivé là, je suis qualifié, Oui et puis c elle le sait voilà, il a manqué que quelque chose». en plus, elle le sait une place potentiellement, à égalité, voilà, un classement de demi-finale, c'est extrêmement important, encore plus important qu'en bloc, parce qu'en bloc, les égalités avec les essais sont un peu plus rares. En difficulté, c'est largement souvent arrivé, qu'une voie de finale un petit peu trop facile, on se retrouve avec 3 tops et derrière, bon, bah, on est 3e en demi-finale, on est 3e en finale donc et d'ailleurs, c'est généralement ce qui arrive quand Yann y perd, hein, on verra ça un peu plus tard. Mais du coup, on va passer à cette finale, à ce résumé de finale femme avec. Donc, on va passer un petit peu les 3 premières concurrentes qui n'ont pas réussi vraiment à s'exprimer. Derrière, Erin McNeese était la première à atteindre ce mouvement en no foot. Et là, malheureusement, elle va mal placer la main sur la prise noire et ne pas réussir à s'en sortir. Derrière, Yannick Garnbrett arrive. Et alors, très sincèrement, ça pour elle, c'est pas un mouvement on va dire extrême. On va le voir d'ailleurs dans la facilité d'action de la Slovène pour aller rallier ce macro bleu. Et derrière, on va même la retrouver tout en haut de la voie, inscrivant 13-14 prises d'avance sur Erin, mais se rater sur le dernier top et elle laisse la porte ouverte. Alors maintenant, c'est Chaiyun Seo qui va s'élancer. Alors on aura d'abord eu Laura Rogora, malheureusement l'italienne n'aura pas réussi à s'exprimer non plus et sera tombée assez bas dans la voie. Derrière Chaiyun qui, un petit peu à l'image d'Erin, va s'en mêler les pinceaux dans ce mouvement et tenter d'y aller directement. Et là arrive Annie Sanders et vous le voyez, va réussir donc à arriver à la 2e place, mais là on la sent en difficulté extrême sur ce croisé et elle va finalement réussir à revenir sur cette prise pour atteindre la suivante. À ce moment-là, on se dit évidemment, bon, la première place est encore à 10 prises, ça paraît terminé, mais Annie va réussir, regardez le chrono à droite, 10 secondes à la pendule, 10 secondes, va-t-elle réussir à rattraper Yannick Garnbrett? Elle attrape le volume, réussit à lancer sur le top, et là, on a évidemment un point de règlement qu'on va rappeler, mais en difficulté, les prises à points sont généralement les prises de main, et donc le fait qu'elle n'ait pas envoyé le pied, eh bien, ne compte pas réellement, et elle tombe au même endroit que Yannick Garnbrett, sauf qu'elle avait terminé devant Yannick Garnbrett en demi-finale, et va donc empocher la médaille d'or, l'américaine, qui crée la sensation, qui termine devant Yannick Garnbrett. Yannick Garnbrett 2e pour la 2e semaine d'affilée après Ketchao la semaine dernière, Chaiyun Seo 3e, Erin McNeese 4e, et derrière un petit peu plus bas, Rosa Reccar, Oceania Mackenzie, Lucia Tarkus et Laura Rogora qui vraiment se sera manqué dans les grandes largeurs dans cette finale. Ouais, on va dire une finale avec, comment dire, 2 athlètes au-dessus et puis j'allais presque dire toutes les autres. Une finale vraiment brutale, avec des mouvements d'une intensité physique assez dingue. Ouais. On l'a vu, 3 mouvements de suite no foot dans une finale femme, c'est pas souvent. Une traversée à gauche avant ces mouvements physiques qui vont poser d'énormes problèmes à quasiment toutes les finalistes, à l'exception d'Annie Sanders et Yannick Garnbrett. Et puis bah voilà, c'est Chaiyun Seo qui s'en sort le mieux, qui prend la 3e place. C'est pas une surprise. Après, bah, la finale, elle se résume effectivement à ce qui se passe entre Yannick Garnbrett et Annie Sanders. Je sais pas par laquelle tu veux commencer, mais il y a autant de choses à dire sur l'une que sur l'autre, mais, mais c'est Je comme pense ça qu'on que ça s'est peut, résumé. on peut commencer un petit peu par Annie, parce que honnêtement, c'est quand même celle qui impressionne le plus. C'est vraiment cette façon, on va le revoir, de grimper. Alors, Annie, ouais, j'ai vraiment cette métaphore en tête, c'est quand je la vois grimper, j'entends le bruit d'une porte qui grince. C'est vraiment, allez, chaque mouvement est extrêmement long, extrêmement difficile, et on se dit, mais ça va lâcher, et ça lâche pas. Et ça lâche pas pendant très longtemps, un petit peu dans le style d'un Toby Roberts, un petit peu dans le style d'un Jesse Grupper, mais presque encore plus statique, j'ai envie de dire. On dirait qu'elle est... Alors là, elle est en difficulté, et évidemment, sur ce mouvement, mais il y a beaucoup de mouvements où on la sent pas forcément en difficulté, juste dans une tension musculaire énorme, quoi. Ah, Annie, elle a un style d'escalade qui est complètement différent de toutes les autres. De toutes les autres finalistes, en tout cas, même Laura Rogora qui grimpe statique, elle grimpe pas comme ça. Annie Sanders, elle a une qualité absolument phénoménale de décider par elle-même
comment fonctionne la voie, de jamais accepter, et c'est assez drôle de dire ça, ce qui a été imposé par les ouvreurs. Alors évidemment, jamais, c'est pas vrai, mais c'est elle qui décide, c'est elle qui propose les méthodes. On a l'impression qu'elle le fait à la place des ouvreurs certaines fois. C'est une escalade lente, c'est une escalade statique, à part de rares exceptions. Elle a des qualités de combat, évidemment, on le verra dans cette voie. Elle a aussi une qualité de résistance sur le mur qui est au-dessus de la moyenne. Là, on l'a revu dans ce fameux mouvement, dans ce fameux croisé. Alors, on se dit que jamais de la vie elle peut s'en sortir avec ça, Je te le remets, et je te le remets. elle s'y met à 3 fois à faire ce croisé, parce que même avant ça, elle a déjà essayé une fois. Ça bouge dans tous les sens. Attends, Elle on va pas le revient. premier Voilà. mouvement vraiment. Hop. Voilà. Là, déjà, il y C'est a un mouvement tellement avant long. où elle n'arrive pas à croiser. Elle revient là, et franchement, on sent qu'elle est au bout de sa vie. Tu te dis, mais bon, bah là, voilà, ça y est, c'est Puis ce plié. bras Yania, droit, le temps elle a- qu'elle passe sur ce bras droit là, c'est dingue. Tu te dis, bon, bah, elle va pas s'en sortir. Voilà, Yania a encore gagné une compète. Et puis, finalement, elle réussit. Alors, franchement, je sais pas trop comment à faire ce mouvement. Et ce qui est surprenant, c'est que dès la prise d'après, même si on le voit pas, et ben d'un coup, ça va mieux. Et après, bah, elle retombe dans ce qu'elle fait, parce que là, on le voit pas entre les deux, mais entre les deux vidéos, enfin les deux extraits là, ouais. il y a plus d'une minute. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est à la bourre au niveau du temps, et elle passe une minute à faire les 4 mouvements qui sont entre ces deux passages vidéo. Et puis elle se rend compte à un moment donné qu'il reste plus que 10 secondes. Là, elle accélère. Tu te dis, mais c'est impossible qu'elle arrive à être dans le timing. Et elle fait ce qu'il faut. Elle arrive jusqu'à ce dernier jeté sur le bac. Et au final, elle jette mieux que Yania Garnbret. Elle va même quasiment mettre la main dans la préhension de cet énorme macro jaune à la fin. Et comme elle a gagné la demi, c'est elle qui gagne. Ce qui est incroyablement surprenant, ça peut faire le lien avec la deuxième, évidemment, Yania Garnbret, c'est que Annie Sanders, elle est, entre guillemets, vraiment en difficulté dans cette dernière partie de voie, aussi bien sur certains mouvements, on l'a vu, aussi bien au niveau du chrono, et pourtant, elle arrive à battre, en fonction des résultats de la demi, Yania Garnbret, qui, elle, pour le coup, pour passer à la Slovène, mais se promène dans toute cette voie de finale. Ah ouais, c'est une promenade. Elle est au-dessus, mais à un point, c'est dingue. Ouais. Yania Garnbret qui fait, soyons clairs, n'importe quoi dans ce dernier mouvement pour aller jeter sur le On va le revoir également. sur le bac. C'est très difficile de comprendre pourquoi elle fait ça, parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication, même en regardant le ralenti. On a vraiment l'impression qu'elle s'engage très bizarrement dans ce mouvement, alors que c'est quelque chose que normalement elle sait très bien faire. Ouais, on va y arriver juste On va après. le Donc là, voir c'est sur vraiment sa on va le voir randonnée. sur le- Et Ouais, comme tu dis, hein, par rapport à Annie, par rapport à toutes les autres, elle est en randonnée totale. C'est une Ah voie. ouais, et Je là, elle pense a qu'elle une marge elle aurait. dingue. Voilà. Et là, on dirait que C'est elle essaie de jeter le pied trop rapidement. Tu vois. Ah, c'est hyper bizarre. Il y J'ai a le l'impression genou qu'elle. qui monte, il y a le pied qui part pas. Franchement, c'est n'importe quoi. Et et on peut dire que ça lui coûte très cher, mais c'est évidemment que c'est autant la performance en demi-finale que cette performance en finale qui lui coûte la première place. Après, ce qui est intéressant, c'est deux choses. C'est de voir que même dans des voies de cette brutalité et de cette violence presque physique, on voit qu'aujourd'hui, il y a au moins une autre athlète, et c'est souvent la même. C'était très souvent Aïe Mori, on en reparlera. Là, c'est Annie Sanders. Ça, c'est super intéressant de voir qu'il y a des athlètes qui arrivent à se rapprocher du niveau d'Yania. La deuxième chose, c'est que si on analyse vraiment l'escalade de chacune, Yania, elle est quand même encore vraiment au-dessus. Ouais. Et je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure. On sent que Yania, elle est encore au-dessus. C'était aussi le cas, il ne faut pas le cacher, le week-end dernier à Kekao. Mais on sent que, je ne sais pas si c'est mental ou si c'est un problème d'objectif. Clairement, quand elle n'est pas concernée 100% du début à la fin des qualifications à la finale, eh ben, elle laisse la porte ouverte. Et ce qui est remarquable en 2 semaines, c'est qu'il y a des athlètes qui sont capables de rentrer par cette toute petite porte ouverte. Le week-end dernier, c'était Zélia. Ce week-end, c'est Annie Sanders.
Ouais, en Ça fait, c'est rajoute ça. du suspense et c'est assez intéressant. On a l'impression qu'il y a un petit peu des circonstances qui se rejoignent, c'est-à-dire que d'un côté, il y a Niania et Garnbret qui sont un tout petit peu moins dominantes. Alors, bon, là en difficulté, je mets quand même très entre parenthèses parce que concrètement, elle fait ce qu'elle fait d'habitude, hein. C'est-à-dire que toute la voie, elle la randonne, et derrière, on sait qu'au top, il y a toujours un mouvement dynamique qui est très dur à lancer quand t'es un peu fatigué, etc. Et là, en fait, c'est ce mouvement de top, c'est-à-dire que même si t'es ça au-dessus des autres, bah en fait il faut ça pour le faire ce mouvement de top, et si t'as pas assuré en demi, bon bah t'as pas assuré en demi, et voilà c'est comme ça. Mais donc on a l'impression qu'il y a voilà Yania Garnbret qui est peut-être un peu en dessous, peut-être un petit peu de je sais pas, là elle a pris quand même une semi-année de pause l'année dernière. Est-ce qu'il y a un peu de mal à se remotiver, se remettre dans les compètes? Et de l'autre côté, on a quand même, bah en fait on le voit, c'est qu'on a de plus en plus d'autres athlètes qui arrivent à un niveau assez proche de celui d'Yania. Et bah, le jour où elle est un tout petit peu moins bien, là où il y en avait qu'une qui pouvait s'engouffrer avant, un peu comme en bloc où c'était Oriane, bah là s'il y en a deux ou trois, il y en a une sur laquelle avec laquelle ça va passer quoi. Ouais, Et après, est-ce que c'est, je suis partagé entre me dire, c'est une bonne nouvelle, on va avoir enfin un peu plus de suspense dans certaines finales, avec entre guillemets une domination un peu moindre, des résultats qui changent un peu avec Yann Garnbret. Bon, on rappellera que malgré tout, sur ces 2 semaines où elle laisse la porte ouverte, elle finit à chaque fois deuxième. Et puis d'un autre côté, je me dis, ça peut aussi être une mauvaise nouvelle. J'ai du mal à penser qu'elle va bien le vivre d'avoir fini 2 fois deuxième, même si c'est terrible de dire ça. ouais, Est-ce qu'on va pas l'avoir encore plus se reconcentrer, se concerner sur les ouais. quelques épreuves qu'elle va faire dans la saison? Sorte- Moi, sur ce que tu as dit avant et sur ce que plein de gens disent, là, le fait qu'elle fasse des demi-saisons, je trouve ça. Je suis pas vraiment d'accord. Ça fait des années que Yania, elle fait des choix assez drastiques dans ses saisons de Coupe du Monde. C'est pas récent. Tout le monde a dit l'année dernière, elle est jamais venue et Non tout c'est machin. vrai, t'as raison. Pas plus que l'année d'avant. Elle C'est vient rarement tout quelqu'un, le je temps. pense, qui est arrivé à un stade où elle a tellement gagné de choses que la seule chose. Bon, moi, je vais être honnête. Je pense que le seul objectif de Yania, c'est de se qualifier pour les JO à Los Angeles, de gagner au moins une troisième fois. Elle en est là. Alors après, on peut trouver ça désobligeant, mais la philosophie d'Yania et de son entraîneur, c'était de dire euh, qu'il y avait trop de compètes, qu'il fallait s'entraîner plus que de faire des compètes. Elle le fait. L'avantage maintenant, il y a 2 ans, c'est qu'elle annonce exactement ce qu'elle va faire. Mhm. Donc là, on sait très bien où on va la retrouver cette année. Elle est venue Ouais. en Chine. On la retrouvera peut-être à Innsbruck si les conditions ne sont pas bonnes pour aller faire autobiographie à Séoul. Et puis ensuite, on la verra chez elle à domicile. Voilà, je pense qu'en 2027, elle sera là et Tu elle voulais sera dire évidemment présente. bibliographie je crois. Ouais, bibliographie, pardon, autant pour moi. Non, mais autobiographie sera Désolé. sûrement en 9C+, quoi. Mais c'est pour le futur. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, non, effectivement. Et puis alors, du coup, moi, je voulais quand même montrer les stats qui vont un petit peu dans le sens de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Alors déjà, la grosse stat, c'est que la dernière fois que Yannick Garnbret avait enchaîné deux deuxième places en compétition, c'était en septembre 2022. Alors j'aurais même pu mettre la dernière fois qu'Yannick Garnbret n'a pas gagné de compétition d'affilée, c'était enfin gagné au moins. euh, Enfin, non, non, en fait, c'est bien dit, c'est bien dit. La dernière fois qu'Yannick Garnbret avait enchaîné deux deuxième places en compétition, ça remonte à septembre 2022, et c'était Aimori en difficulté. Donc en une de bloc et une de difficulté, ça c'était jamais arrivé depuis 2018, et ça c'était bon, bah, les débuts de Yannick Garnbret, on va dire, donc c'est pas vraiment, on va dire, on pourrait presque dire depuis le début de sa carrière, quoi. Et derrière, l'autre stat quand même très intéressante, c'est pour montrer que Yania est pas, enfin voilà, c'est pas du tout un déclin, elle est pas moins dominante, c'est que Yannick Garnbret, depuis 2020, sur les 8 compétitions où elle a terminé deuxième, ce qui est quand même déjà pas beaucoup, bloc et difficultés confondus, elle a été battue qu'une seule fois sans avoir besoin de départage. Alors, et entendons-nous bien, dans départage, je compte le nombre d'essais en bloc ou alors le classement de phase précédente en difficulté. Donc c'est-à-dire que sur les 8 compétitions, il y a une seule grimpeuse qui l'a battue de manière franche. Et il me semble que c'était Aimori dans une Coupe du Monde. Ça devait Ouais, être Briançon ou c'est la Édimbourg. fameuse. Non, je crois que c'est la Coupe du Monde justement où elle s'est fait battre les 2 fois de suite, là, celle qui était à domicile chez elle À Copper, en Slovénie. ouais. Et il y a une deuxième fois où elle s'est vraiment fait battre au nombre
termes de mouvement par Aïe-Mori, c'était au championnat du monde à Berne en 2023, je ne me trompe pas, où Ouais, mais là, c'était en demi-finale, ça, non? non, c'était en finale des championnats du monde. Ah ouais? Aïe-Mori, mais c'est encore une fois, c'est pas dans les stades des coupes du monde, hein, c'est championnat du monde, mais je crois que c'est vraiment les 2 fois. Et sinon, effectivement, comme tu as dit, c'est incroyablement serré. C'est bon. De toute façon, je sais plus quoi dire moi sur Yannick Garnbret, mais c'est plus que remarquable. Et encore une fois, en dehors de ce que tu as dit, c'est qu'elle s'était fait battre, elle avait fini 8 fois deuxième. Faut pas perdre de vue, c'est que quand on dit ça, toutes les autres fois, elle a gagné. Ouais, et alors non, je te confirme quand même, après vérification, c'est bien en finale. En finale, elle fait égalité contre Aïmori. C'est en demi-finale qu'elle se prend Ok, 5 prises, ou bon, très bien. ce qui revient un peu au même, dans le sens où derrière, bah, du coup, Aïmori gagne grâce à ce classement de demi-finale. Alors, en tout cas, Aïmori est la seule à l'avoir vraiment battu à la régulière sans avoir besoin de départage. Parce que par exemple, si on choisit de faire un départage au temps en difficulté, ce qui serait largement un argument entendable, voilà, elle perd pas ce soir, quoi. Enfin, elle perd pas ce week-end. Donc voilà, c'est quand même Non, assez non, impressionnant. je suis désolé, je suis en petit décalage, mais on va essayer de faire avec, sinon je te laisse Non, t'as pas de faire les décalage choses sur le tranquillement. live en tout cas, mais Eh ben, effectivement, c'est tout un va peu bien. Non, compliqué. non, c'est plus qu'impressionnant. Et puis bon, pas perdre de vue quand même que voilà, elle finit deuxième en bloc et en diff. C'est aujourd'hui c'est pas la seule, hein, mais elles sont pas beaucoup quand même à être capables d'être performantes dans les 2 disciplines. Non seulement elle l'est, Mhm. mais elle, entre guillemets, en tout cas physiquement, et on l'a vu pendant cette semaine entière passée en Chine, c'est la plus forte. Ouais. Bon, en tout cas, grosse saison à venir du côté de la difficulté femme. On espère que voilà, parce que le problème aussi pour Batiania Garnbret, c'est que, alors même si elle va pas faire toutes les World Cup Series cette année, on le sait, c'est qu'il faut être régulier, parce qu'à chaque fois qu'elle vient, si elle fait deuxième ou première, si vous voulez, on sait que Annie Sanders, à chaque fois qu'elle vient, elle va probablement pas faire première ou deuxième. Ou en tout cas, pour l'instant, elle a pas montré qu'elle avait la régularité pour. Une Chaeyoun, c'est pareil. Chaeyoun, elle a énormément, je crois qu'elle est sur les 9 dernières compétitions, 8 podiums ou quelque chose comme ça, mais toujours troisième. Donc voilà, faut battre Yania Graham plusieurs fois d'affilée pour gagner une série. Donc donc ce sera compliqué, mais on a quand même un joli tir groupé de favorites maintenant en difficulté femme. Pour revenir à la compétition homme maintenant, je te propose qu'on reparte sur un débrief un petit peu détaillé de la finale homme, parce qu'on n'avait pas vraiment eu le temps, on n'avait pas vraiment pris le temps de reparler un petit peu du podium. Neo Suzuki, exceptionnel, tu l'as dit, deuxième victoire après Innsbruck. Pas encore assez régulier sur le circuit pour enchaîner, mais on sent que voilà, c'est comme les autres japonais, c'est-à-dire qu'il a un niveau stratosphérique, quoi, par rapport au reste de la compétition, et il suffit qu'il arrive à l'avoir au moment précis, et c'est dans la poche, quoi. Ben, la force de Neo Suzuki, mais aussi de l'équipe japonaise en général, tu l'as dit, il y en a encore un paquet qui n'était pas qualifié en finale, mais qui était présent en demi. Mm. C'est que comme ils sont à chaque fois au moins à 3 à 4 en finale, il y en a toujours entre guillemets au moins un. Ça tombe bien que tu dises ça, C'est puisque j'ai toujours une au stat moins un qui là-dessus. arrive à tirer son épingle du jeu, quoi. Donc, Sache que sur les 10 dernières Coupes du Monde de difficulté, les Japonais auront placé au moins 9 fois 3 grimpeurs en finale. Donc, dis-toi qu'à chaque fois, il y a plus d'un tiers de la finale qui est japonais. Voilà, quasiment. Et si on remonte encore avant ce raté, on va dire, qu'il y avait eu sur une Coupe du Monde, je pense qu'ils sont à 15 fois sur 20, quoi. Donc, ouais, et puis bon, ils ont quand même un monstre comme Sorato Andraku dans leur équipe qui est comme pour lui le coup lui très très souvent aussi en finale. Ça lui arrive de temps en temps de déraper, mais pas si souvent que ça. Et c'est vrai que c'est comme une arme fatale. Là, il n'a pas été entre guillemets vraiment dans son escalade la plus marquante. mm. Pas oublier qu'il a gagné comme le week-end dernier en bloc Ouais, c'est ce en que j'allais sortant de dire. nulle part. En sortant de nulle part dans ce dernier bloc, un essai de l'espace. Donc bon, voilà, que dire de Sorato Andraku de Yuli. Ils sont tous les deux sur le podium à la première et à la deuxième place en bloc la semaine dernière. Ils sont tous les deux présents en finale de Yuli. Voilà, on avait imaginé à un moment donné le Coréen un petit peu en dessous, notamment en bloc Sorato et Mejdi, mais on voit que finalement il est là, il est champion du monde de diff, il finit encore troisième. Dans une voie où pareil, hein, mais encore une fois,
ils ont tous eu du mal à s'exprimer vraiment dans cette voie de finale. Je pense que c'est à ce niveau-là, on peut dire que c'est aussi dû à la voix. Parce que quand tu as 7 grimpeurs sur 8 qui subissent, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, la voix, c'est que la voix, elle était incroyablement exigeante. Voilà, le seul qui arrive à. Ouais, quand on l'a vu grimper, Neo Suzuki, franchement, on se disait, bon, bah, cette voix, ça va, ça s'enchaîne bien et tout machin. On a vu la fin, on s'est dit, bah, il tombe à 3 mouvements de la fin, on va voir des tops dans cette voix. Puis au final, on se rend compte que, bah non, c'est le seul à avoir imposé son escalade à la voix, très très fort de sa part. Encore plus fin. Moi, je mets ça encore une fois en parallèle avec ce qu'il a déclaré à la fin. Satisfait satisfait de son classement, non satisfait de sa performance. On sent dans cette équipe japonaise, peut-être sous l'impulsion de Sorato depuis 3 ans, qu'ils ont maintenant une ambition assez dingue et que pour eux, c'est presque légitime, normal de gagner et qu'ils aimeraient bien que ça devienne légitime, qu'ils arrivent systématiquement au sommet de la voie. Ouais, bon, en tout cas, on va pas se flécher, c'est la nation forte de l'escalade, hein. C'est vrai que la France, on est quand même très bon aussi au niveau des représentations en finale, mais on n'a pas du tout le. Enfin, pas du tout. En fait, c'est incroyable de dire ça parce que la France, on a un vivier de talent exceptionnel, mais on n'a pas du tout le vivier japonais, quoi. C'est incroyable. Pareil, il faudrait que je fasse les statistiques du nombre de finalistes différents qu'ils ont eu sur les dernières années, mais ça peut surgir de partout. Et ouais, on sait pas qui va. Et puis que ce soit en difficulté homme. En difficulté femme, ils ont un petit peu plus de mal en ce moment, mais ils ont quand même. En fait, ils ont un peu plus de mal au top niveau, mais ils ont quand même des top athlètes à chaque fois en demi-finale minimum et très régulièrement en finale. Je pense à Natsuki Tani, Natsuki Oda. On a Meiko Take, Aimori des cas partis. Bah, bon, je dis ils ont un peu plus de mal au top niveau, mais c'est quand Aimori ne participe pas. Et en bloc homme, pareil, bloc femme, c'est un petit peu plus irrégulier, mais ils ont quand même Melody Sekikawa, Anan Matsufuji et mince qui a gagné Coupe du Monde, Ouais, Mao Nakamura aussi. Mio Il y a Bref. Miyonaka aussi Non, qui est ouais, encore là. ils ont quand Après, même pour revenir incroyable. sur l'équipe de France, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y avait un peu moins, en tout cas en quantité, de Français présents en difficulté Hmm. ces dernières années, encore un peu plus marqué chez les femmes. Là, il faut quand même remarquer qu'il y a 5 Français en demi, on l'a dit tout à l'heure. Les 5 Français qui se sont déplacés en Chine se sont tous qualifiés en demi-finale. Hmm. Moi, je trouve qu'on est en train de, c'est probablement en train de changer. Hmm. Avec Alors une belle certes, jeunesse en plus, hein. ouais, ouais, Que ouais, des jeunes, alors quasiment que des jeunes. certes, là, Sam et Victor, ils font 6 et 8 de la finale, mais on l'a vu, Max Berton, il est là, Younes est présent aussi. Hmm. Donc, il y a pas de raison. Peut-être aussi un moment, un petit déblocage mental à avoir en se disant que bon, bah, l'objectif, c'est pas de se qualifier en finale, mais qu'il devrait pouvoir aussi, sans aucune. Enfin, il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas monter sur le podium et à partir du moment où on est capable de monter sur le podium, on est capable de gagner. Hmm. Je trouve que cette première étape de l'année avec 5 Français en demi, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Ouais. C'est vraiment de bon augure. Tu l'as dit, c'est des jeunes. Il y en a d'autres qui n'étaient pas sélectionnés sur cette étape, qui sont pas forcément en dessous du niveau des 5 qui étaient là dans cette demi. Hmm. Moi, je pense que ça peut être une très bonne saison pour l'équipe masculine en Coupe du Monde de difficulté. Non, c'est vrai, on pense à Paul James, qui est-ce qu'il y a d'autre en difficulté? Je sais pas, mais c'est vrai qu'on en a, ouais, il y a, on va dire, un petit renouveau dans cette équipe de difficulté homme. Et puis oui, on l'a dit, très jeune, Pierre Marzullo, Victor Guillermin, Younes Obermas-Moudi, que des personnes qui sont à leur première ou deuxième saison internationale. Je Et pense que le plus jeune de tous, c'est Max Berton. Donc voilà. Ouais, en fait, on le cite même plus dans les jeunes parce que il est incroyable, déjà champion de France de bloc de diff et déjà des finales quoi. Donc déjà un podium en difficulté, donc non un podium en difficulté pardon. Et du coup non c'est clairement impressionnant. À noter aussi toujours pareil, je reviens sur cette notion d'extérieur, mais c'est vrai que les Japonais ils ont voilà une
concentration, on va dire, assumée pour la compétition, pour l'indoor, même s'il y en a quand même de plus en plus qui se mettent à l'extérieur. Il y en a de plus en plus, mais ils sont quand même moins, on va dire, absorbés par leur projet d'extérieur. Là, sur tous les Français qui étaient qualifiés justement en demi-finale, on a quand même Pierre Marzoulo, Victor Guillermin, qui sont eux avant tout, j'ai envie de dire presque avant la compétition en tout cas, des grimpeurs d'extérieur, et Max Burton qui était à Fontainebleau sur le Caillou quelques semaines avant le début des compétitions. Je peux dire de bêtises, mais je crois que Satode Yoshida, il a Oui, un il peu a fait. marché à l'extérieur dans l'intersaison là. Ouais. Oui, oui, c'est pas. Disons que la différence, après, c'est évidemment le cas aussi en France, hein, ils font pas tous les deux, mais c'est vrai qu'il y a bon nombre de Japonais qui sont très performants en compétition, qui, entre guillemets, prennent moins de temps, en tout cas, pour aller faire des perfs à l'extérieur. Ouais. En tout cas, si Sorato Enraku et Doyuni continuent de vouloir aller faire de la difficulté très très chaud, comme ça laisserait une bonne place pour Mejdi en bloc sur les JO. Je me demande, est-ce que tu penses que Sorato et Doyun ils vont viser la double discipline Bon, on a déjà parlé de cette question un peu la semaine dernière, mais Ça me paraît évident que ce genre de compétiteurs, ils visent les deux. Après, je pense que cette réponse, ils l'auront, elle va venir naturellement, en fait, en fonction ouais. de ce qui se passe dans les qualifications sur les différents événements qui vont venir en 2027. Je vois pas pourquoi un athlète comme Sorato et De Jong Lee, on peut les mettre les deux ensemble, en tout cas en ce moment, Mm. je vois pas à quel moment ces athlètes-là ne jouent pas la qualification dans les deux disciplines. Pour moi, ce qui va déterminer encore plus les choses, c'est la gestion du planning des Ouais, JO en eux-mêmes, exactement. de se demander à un moment donné si il y a un intérêt à viser, entre guillemets, une médaille, une victoire dans les deux, ou s'il vaut mieux pas faire l'impasse sur une des deux pour essayer de s'assurer d'avoir une médaille. Moi, je pense que comme il n'y a jamais de garantie ni dans l'une ni dans l'autre, il y a effectivement des grimpeurs chez les hommes et chez les femmes qui arriveront à se qualifier dans les Jeux Olympiques dans les deux disciplines. Mais on aura la réponse. Cette saison, c'est encore voilà. Mais dès début 2017, on le rappelle, les qualifs au JO, c'est simple, hein. Il va y avoir des qualifications continentales, donc en premier, Mm. uniquement pour, je crois, l'Europe et Il me semble que l'Amérique. l'Amérique, ouais. Ensuite, il y aura les championnats du monde, où c'est très limité, puisqu'il n'y a que le champion du monde qui sera qualifié. Après, il y aura les autres qualifs continentales qui auront lieu après les championnats du monde. Et puis après, on en renverra tout le monde sur les tournois de qualification en 2028. Donc, ça se fera très, très tard. Je Ouais. pense qu'effectivement, ceux qui ne sont pas qualifiés en 2027, la question va se poser Ouais. de garantir d'abord de se qualifier dans une des deux plutôt que dans les deux, quoi. Avec en 2028 trois Olympic Qualifiers au lieu de deux pour les précédents JO, donc des compétitions encore en plus, il faut attendre la fin pour savoir si on est qualifié. C'est ouais, une gestion du planning compliquée. D'ailleurs, toutes ces règles-là, j'ai fait une vidéo sur la chaîne Caillou TV, donc vous pouvez aller la retrouver si vous n'êtes pas au clair avec ça. Et d'ailleurs, un petit point de règlement très important pour les Jeux Olympiques, c'est que chaque athlète qui se qualifiera à la fois en difficulté et en bloc libérera entre guillemets une place de plus pour un athlète, puisque en fait sa qualification dans la deuxième discipline ne comptera pas dans les quotas olympiques. C'est-à-dire on a 12 athlètes, 60, voilà, ouais, 12 le athlètes principe du en... CIO, il est assez simple, hein. Ils ont alloué 76 places Ouais, à l'escalade d'athlètes, hommes et femmes confondus, les trois disciplines confondues. C'est vraiment nominatif. ouais, Un athlète, pour faire simple, qui ferait tout, il compte pour un. voilà. Bon, il n'y a personne qui va faire de la vitesse, du bloc et de la diff, mais un athlète qui fait du bloc et de la diff, c'est un athlète. Donc, la problématique du CIO, c'est pas qu'il y ait 12, 13, 14 personnes qualifiées en bloc. La problématique du CIO, c'est de limiter le nombre général d'athlètes présents aux Jeux Olympiques, parce que c'est ça qui coûte cher. Ouais. Il faut des chambres en plus, il faut des trucs en plus, etc., etc. Donc, c'est pas en nombre de qualifiés par discipline que raisonne le CIO, c'est en nombre global d'athlètes. Voilà, pour Exactement. faire simple. Donc voilà, on attendra un peu pour avoir la réponse. Moi, je pense aussi quelque chose qui va être déterminant, c'est de voir au fur et à mesure que les spécialistes de diff rentrent vraiment dans leur préparation pour les Jeux Olympiques de difficulté, vont augmenter pour être prêts vraiment au bon moment de qualification, voir si à ce moment-là Do Yoon Lee et Sorato Enraku sont pas un peu derrière en résultat, et se dire ah bah finalement travailler les deux en même temps, c'est t'y crois pas du tout. Je te vois, t'y crois pas du tout. Tu vois les championnats du monde à Séoul l'année dernière, Dominique, Non, il c'est fait vrai. vainqueur en diff, podium en bloc. Je
Je connais pas la préparation spécifique, je ne connais pas. Non, effectivement. Non, mais on espère, on ne sait pas. Bref, Non, non, mais ils sont très peu, ils sont pas nombreux hein, à pouvoir faire ça, mais tu vois, bon, s'ils peuvent cramer quelques cartouches pour que Mejdi soit un peu plus tranquille en bloc, et en ayant quand même un beau spectacle, on dit pas non. On dit pas non. Voilà. Et dernier sur lequel on n'est pas revenu dans cette finale homme, c'est Alberto Rines Lopez. Alberto deuxième, je crois que c'est ça. Attends, est-ce que j'ai pareil son palmarès que je n'ai pas noté. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Alberto avec 4 deuxièmes places consécutives en Coupe du Monde. Juste avant ça, il avait fait 3 troisièmes places. Donc il est quand même sur 7 podiums d'affilée sans victoire. À chaque fois, il lui manque rien du tout. À chaque fois, on le sent dominant. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui fait mieux. Donc voilà, après, c'est pareil, c'est des détails, on se dit ça va finir par arriver, et tu vois, c'est des résultats qui vont pas nous faire dire que Alberto a un blocage spécifique, mais dans 5 ans, si Alberto il a toujours pas réussi à avoir de médaille d'or, il s'en rappellera toute sa carrière, quoi. Ouais, je pense que la première chose qu'on se rappellera d'Alberto, c'est que c'est le premier champion olympique de l'histoire de l'escalade. Tu Je pense penses? que c'est bon, quelqu'un va oublier qu'il était champion olympique à Tokyo, pas lui en tout cas. Non, mais moi je me dis honnêtement, alors tu vois, il est champion olympique, hein, il n'y a aucun souci avec ça, et d'ailleurs, même si derrière il a pas eu les résultats qu'il attendait pendant un petit moment, il a montré que maintenant en difficulté c'est un des cadors. Je pense qu'il y aura toujours un petit goût d'amertume de ouais, mais c'était les premiers Jeux olympiques avec la vitesse, quoi. Et Ouais, donc pas alors, forcément il est, représentatif. ouais, pas oublier qu'il est champion olympique, il a gagné la Coupe du Monde l'année dernière quand même au classement général. Alors certes, sans avoir de victoire, mais c'est quand même lui qui est le numéro 1 mondial. Oui, bah évidemment, c'est marquant le fait qu'il n'ait pas de victoire en Coupe du Monde ou sur un championnat du monde ou un truc. Voilà. Maintenant, c'est quand même la garantie absolue sur les Coupes du Monde de diff, quoi. Comme tu l'as dit, il est à chaque fois deuxième, troisième, voilà. Il rate quasiment pas de finale. C'est une vraie machine de guerre. C'est aussi lié à son style d'escalade. C'est clairement le grimpeur le plus brutal du circuit. Physiquement, c'est un monstre. Donc parfois, effectivement, peut-être allez, on peut lui reprocher peut-être de certaines fois de pas prendre assez de risques dans ses voies de finale. D'ailleurs, C'est peut-être ça qui lui manque te pour gagner. propose qu'on se Mais remette en même temps son run à la fin avec une méthode incroyable que vous verrez pas en intégralité, mais oui, il place voilà, la ce façon talent. dont il sort du mouvement là, il est clairement pas dans la position prévue. Oui, c'est brutal, c'est à sa manière de grimper. C'est ce qui lui permet d'être aussi régulier parce qu'il n'y a pas. Bon, Alberto, quand il est mal placé, quand il fait une erreur, il serre tellement les prises qu'il arrive à se récupérer. Après, maintenant, effectivement, il y en a toujours eu pour l'instant au moins un qui était un peu plus fort que lui. Je pense que c'est pas arrivé si souvent qu'il soit en position de gagner. C'est arrivé une fois ou deux l'année dernière, notamment chez lui à Madrid, si je me trompe pas. Mais il passe rarement à travers. C'est souvent Non. celui Alors qui est ça, devant c'est lui, clair. c'est quand même. Non, mais quand je dis à travers de rater la première place, c'est souvent un grimpeur qui fait vraiment un run dans la finale assez exceptionnel. Bon, effectivement, peut-être que dans 5 ans, si jamais il a toujours pas gagné, on en reparlera. Maintenant, Je si prends pendant pas les 5 ans paris. pendant 5 ans il finit deuxième, je pense qu'il se portera bien. Ouais. Non, là pour le coup, autant on l'a vu, évidemment champion olympique à Tokyo, on l'a vu entre guillemets, on met des guillemets, hein, un peu plus en difficulté à Paris parce qu'il y avait le combiné bloc diff et clairement sa manière de grimper c'est moins adapté entre guillemets aujourd'hui à ce qui se fait en bloc. Après, Ça finale. pourrait un peu ça pourrait un peu changer. Après, maintenant, ne pas mettre aujourd'hui Alberto Rines Lopez sur le podium de Los Angeles en diff, c'est compliqué. Alors évidemment, c'est possible, mais ça reste aujourd'hui. Je l'ai dit avant, pour moi, c'est la garantie à toute épreuve, quoi. Ouais, bon, ça dépend. Il faudrait 3 Japonais en finale, quoi. Ah ouais, non, ils sont limités à 2 en plus. Non, c'est pas possible. Ouais. Il y aura forcément Alberto, en fait. Mais Il en manque quelques-uns, hein, on peut dire. Hein, qui c'est qui manque au début de cette saison? Il manque Jacob Schubert, il manque potentiellement, ouais. comment il s'appelle, Colin Duffy, l'américain, qui visiblement va revenir très très vite et qui était préoccupé par ses études plus que par les Coupes du Monde de ses débuts de saison, qui sera présent des Ouais. Bernes. Mais sorti de là,
il manque pas Ouais, et grand monde, puis quand même, hein. Colin Duffy, c'est quand même un peu en dessous d'Alberto, je dirais. Alors, ça, c'est irrégulier, mais donc ça peut C'est l'être, mais c'est un grimpeur très voilà, irrégulier, mais lui, quand il vient, il est capable de gagner, au donc niveau du voilà. palmarès, c'est un peu en dessous d'Alberto pour l'instant. Et oui, Jacob Schubert, il y a Jacob Schubert qui est un absent, mais pour les JO de Los Angeles, bah, c'est encore loin. On est tous impatients de voir le niveau qu'il aura encore à Los Angeles. Je serais le premier fan s'il réussit à monter sur le podium, mais c'est vrai qu'il aura 37 ans, si je dis pas de bêtises, Jacob Schubert. Donc, Alors, je connais pas son âge, mais a priori, il a décidé quand même ouais, ouais, il a décidé de, de de se tenter le coup, qualifier hein, pour les JO. A priori, quand il ouais. décide, Jacob, il y arrive. C'est vrai. Ah, se qualifier, je me fais pas trop de soucis, je sais pas, ouais, 35 ans, donc c'est ça, il aura 37 sur les JO de Los Angeles. Se qualifier, il y a 12 places, il va réussir à trouver une, et puis si ça se trouve, il va réussir à être champion du monde l'année prochaine, et puis il va partir en vacances l'esprit tranquille. Mais c'est possible, mais bon. Donc voilà, non, Alberto Rines Lopez qu'on attend pour sa future première place, mais potentiellement cette année. Bah, d'ailleurs, je dis constamment deuxième, mais au final, constamment deuxième, ça lui a apporté le titre de vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Donc, bon, rien que ça, c'est plutôt pas mal. Il est pas très loin d'avoir remporté tout ce qu'il fallait remporter. Alors, s'il arrive à être une fois champion du monde, champion olympique, vainqueur de la Coupe du Monde au classement général, je pense il en a déjà su 2 sur 3. Il est pas bien loin du compte, quand même. Ouais. Bon, écoutez, je pense qu'on va en terminer ici avec l'émission, à moins que Mathieu, tu as quelque chose à rajouter. Euh, Bah ouais, le petit bonbon du week-end, on va vous le Ah montrer quand oui, même. si, quand C'était même, quand même pardon, sympathique, quoi. pardon, j'allais oublier. Donc, alors, on repasse juste avec les classements donc, de difficulté homme, vous le voyez juste ici, et la finale femme avec, on le rappelle, donc la victoire d'Annie Sanders devant Yania Garnbrett. Revanche à apprendre dans les prochaines Coupes du Monde de la saison. Mais avant tout, ce week-end, on avait aussi de la vitesse, l'ouverture de la saison de vitesse. Alors, on va pas vous résumer toute la compétition. Par contre, il y avait un duel qui était extrêmement, extrêmement attendu. Ouais, pendant que tu charges ça, juste rappeler que la qualification chez les hommes pour les 16, elle était dingue, puisque le 16e, il est qualifié en 4 secondes 94. Donc Ouais. aujourd'hui, si tu fais pas moins de 5 secondes, bah, t'existes pas. Mhm. Et puis, juste préciser la présence de Capucine Viglione chez les femmes, qui était bien qualifiée dans les 16. Elle avait fait le 10e temps des qualifications. Malheureusement, elle perd dans son 8e de finale. En plus, c'est un des Ah, 8e de rien. finale qui va le plus vite. Ouais. Donc, on espère retrouver Capucine le plus rapidement possible, et ça sera à Madrid, si je me trompe pas, la prochaine Coupe du Monde de vitesse à la fin du mois de mai. Exactement, mais chez les hommes, le duel qu'on attendait surtout, c'était celui-là entre Samuel Watson, l'américain, ancien recordman du monde à droite, et le tout nouveau du circuit, Weisheng Zhao, le chinois à gauche, qui va l'emporter en demi-finale face à Samuel Watson, et avec la manière, puisqu'il va réaliser, vous l'avez vu, le temps de 4,54, c'est-à-dire le nouveau record du monde, lui qu'il avait déjà battu il y a quelques semaines, avec la déception donc de Samuel Watson, évidemment, qui avait donné rendez-vous pour ce duel. Vraiment, tout le monde l'attendait. C'était un peu l'ancien prodige contre le nouveau prodige, Ouais, et waouh. ouais, c'était même plus que ça. On l'a vu, donc Zhao, le Chinois qui avait battu le record du monde lors des Asian Beach Games. Ouais. Samuel Watson, pas qui avait été mauvais joueur, mais limite remis en cause quand même ce record du monde sur une compète comme les Asian Beach Games. Là, ils se retrouvent tous les deux en demi-finale, et le Chinois, il Il lui roule, marche dessus, il parce roule, que, il roule. Samuel Watson, il fait 4,67, donc c'est un temps qui doit être dans les 5 meilleurs temps de l'histoire de la vitesse. Le Chinois, il bat le record du monde, Hmm. donc son record du monde, 13, 4,54. 13 centièmes, c'est beaucoup hein, en Il bat, vitesse. Hein. il bat ce record du monde. T'as l'impression que c'était sa routine. Ah bah, À aucun moment, il se dit vas-y, j'ai fait un exploit. Combat jusqu'au Derrière, bout. Samuel Watson, bon bah là pour le coup, il se prend une énorme casserole sur la tête. Tu sens bien dans son truc, il fait ah bah ouais, bah là il va plus vite, là, il y a rien à dire. Donc non, je pense que l'Américain, il se prend pas une grosse claque sur cette demi-finale, et il se dit bon ouais, en fait, non seulement il avait battu le record du monde, mais il peut encore le rebattre. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a La tête vraiment. qui fait Samuel là, c'est énorme. On avait vraiment l'impression que Samuel, c'était. Voilà, il avait
Tu sais, comme les face-à-face, les confrontations avant les matchs de boxe, de MMA ou des choses comme ça, lui, il était là-dedans. Et en fait, le chinois, pour lui, c'était un caillou sur la route, quoi. Donc Ouais, c'était un autre adversaire et lui, il vise plus haut. Moi, je vise les sub 4,50. carrément, Samuel Watson, il était en mission et le chinois, il était juste là pour faire Il son était en taf, quoi. demi, en fait. Samuel, il était C'était, en mission et le chinois, il était en demi. Et il y avait encore une et finale quand à venir. même, noter que ce chinois de 16 ans là, c'est assez remarquable, hein. Il a fait une interview d'après compète en anglais, il parle plutôt bien anglais. Ça, c'est remarquable. Ça, c'est remarquable. Incroyablement lucide. Il a expliqué que sur cette compète, il s'était concentré uniquement sur le fait de la gagner. Qu'il envisageait dans le futur sur certaines compètes de ne pas se concentrer que sur la victoire, mais aussi sur le fait de battre le record du monde. Alors, vu qu'il vient de le battre là, je pense qu'effectivement, les 4,50 dans la saison, il y a moyen qu'il passe dessous. Ouais, ouais, et on rappelle, hein, parce que, alors, nouveau détenteur, du coup, ce chinois, Zhao Yisheng, donc qui non seulement est nouveau détenteur du record du monde, mais qu'il était déjà, on va dire, officieusement avant, puisqu'en fait, il l'avait déjà battu. Alors, il n'avait pas battu le 4,64 de Samuel Watson, je crois, ou en tout cas pas publiquement, mais il avait déjà battu d'autres records du monde, notamment quand le record était aux alentours de 4,74 après les JO de Paris, je crois. Et sauf qu'à l'époque, il était trop jeune, il n'était pas encore sur le circuit officiel IFSC, et du coup, ça n'avait pas été homologué, mais voilà. Donc Ouais, si vous avez le courage d'aller regarder des classements dans les catégories jeunes ces 2 dernières années, avec quand ce Chinois est présent, bah, c'est assez dingue parce qu'il était en U15, donc il était dans la catégorie la plus jeune. Et quand tu regardes les temps des compétitions, bah, à chaque fois, il met une seconde au meilleur U19. Donc ça date pas d'hier qu'il va vite. Là, encore une fois, d'arriver première Coupe du Monde, première fois senior. Non seulement il bat le record du monde, mais en plus il remporte la compétition. Il bat Samuel Watson, il bat Jinga Long, le champion du monde en finale. Il est sur une autre planète. Pour moi, il allie entre guillemets les qualités des entre guillemets anciens grimpeurs de vitesse qui étaient incroyablement physiques avec les qualités des nouveaux grimpeurs qui sont véloces. Lui, il est grand, il mesure 1m81, il est costaud et il est plus véloce que les autres. Pour moi, on rentre dans une nouvelle dimension là. on rentre dans une ère Yania Garnbrett de vitesse, quoi, et peut-être Un même peu, plus un peu, encore. un peu comme Sorato quand il a débarqué sur le circuit senior où bon voilà, et dès sa première année, il gagne la Coupe du Monde de bloc et de diff, il marche Ouais. sur tout le monde. Bah là, lui, il arrive, toc, pomme, allez hop. Ouais. Ouais, et puis bon, après, c'est deux univers très différents, mais les temps, les chronos, c'est, on va dire, des valeurs. D'un côté, c'est plus punitif en duel, mais en même temps, c'est des valeurs un peu plus sûres. C'est-à-dire que quand ton meilleur temps, c'est 3 dixièmes de moins que quelqu'un d'autre, ça va être dur d'aller te chercher, quoi. Donc voilà, bon écoutez, on va en terminer ici avec cette émission. Donc pareil pour la prochaine Coupe du Monde de la saison, eh bien on va repartir en Europe et ce sera à Berne, il me semble, Mathieu, c'est ça? Ouais, à Berne ensuite, le 23 et le 24 mai, si je ne me trompe pas de date, avec la deuxième étape de la Coupe du Monde de bloc. Voilà, donc pour ne rien en rater, n'hésitez pas à aller regarder tout ça en intégralité sur Eurosport, sur l'application HBO Max. N'hésitez pas aussi à aller suivre les réseaux sociaux Eurosport ou Caillou TV pour retrouver tous les plannings de ces Coupes du Monde. Merci Mathieu d'avoir été là aujourd'hui. On est impatient de vous retrouver donc dans 2 semaines. Au revoir à tous et merci d'avoir suivi. À bientôt!